Salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, à la fois parce que vous me l'avez beaucoup demandé, et puis je vous l'avais promis, à savoir le débriefing complet de ma longue traversée de la France en pleine diagonale, Vieux-Boucau-Dijon, 842 km. On fera bien sûr un point, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, je pense que c'est très important, tout le matériel que j'ai utilisé, ce qui m'a été utile, ce qui m'a manqué, ce qu'il faudra peut-être repenser pour une prochaine sortie. Et puis enfin, quelles conclusions j'en tire. Et puis je dirais même comment vous pouvez vous en inspirer pour faire, en fonction de vos désirs, de vos envies, partir vous aussi à l'aventure, lancer votre propre défi, parce que finalement, on a chacun son Everest personnel. Tout d'abord, je vais vous présenter donc le vélo que j'ai utilisé. Il s'agit d'un vélo de gravel, c'est le dernier modèle de chez Origin, à savoir le Grax 2, un vélo carbone à la fois extrêmement performant et extrêmement confortable et qui, je pense, de par sa conception et sa géométrie, m'a beaucoup aidé à vivre dans de bonnes conditions ce long bike trip. Il est équipé en monoplateau, Shimano, GRX 600, un plateau de 40 à l'avant et une cassette 1142. Alors justement, dans la partie débriefing, je vous dirai quels sont les intérêts mais aussi les limitations que j'ai trouvées au monoplateau pour ce type de sortie, bien que je sois plutôt partisan du monoplateau en pur gravel, mais comme cette sortie comportait seulement 20% de gravel et 80% de route, il y a eu quelques limitations, mais ça je reviendrai dessus. La selle, c'est une selle, si vous avez suivi la vidéo, vous avez compris que j'ai changé de selle un peu à mi-parcours. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à regarder la vidéo, vous comprendrez mieux. Et donc il s'agit d'une selle SMP qui a apporté un peu de confort, mais qui a quand même fait en sorte que la fin du parcours était quand même plus compliquée, mais ça je reviendrai dessus. Et puis les roues, alors j'avais d'excellentes roues, des roues Mavic All Road Carbone. Pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi tous les épisodes de la chaîne, j'avais déjà donc eu en test les All Road Aluminium. Je vous mets le lien là dans le descriptif, il suffit de cliquer pour le revoir. Donc c'était la version aluminium et là je passe la version plus haut de gamme puisqu'on est sur la version carbone, des roues extrêmement performantes. Je dirais, elles ont tous les avantages que j'ai pu vous présenter dans la vidéo liée aux roues aluminium que j'avais énormément apprécié, mais la différence c'est que le carbone, tout de suite c'est un gain de poids. On est sur des roues à 1400 grammes, donc avec une très bonne efficacité, une capacité de relance et la légèreté, c'est vraiment un élément essentiel sur des roues, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Et j'avais fait le choix, comme j'avais 80% de route et seulement 20% de chemin et des chemins roulants, de partir sur des pneus assez fins pour du gravel, à savoir du 35 mm, et des pneus slick, oui, des pneus non crantés, puisqu'effectivement les pistes que j'empruntais permettaient d'avoir des pneus non crantés, et donc j'ai privilégié la route, quand on fait des choix longue distance, il faut toujours effectivement réfléchir au bon compromis, donc j'ai plutôt privilégié la performance route que l'accroche en chemin, et donc ce sont des pneus Panaracer Gravel King, et je dois dire que ces pneus ont été d'une efficacité et d'un rendement. J'ai déjà 2000 km avec et même le pneu arrière est quasiment pas usé, donc je pense que je peux en faire quasiment encore autant. Une grosse partie du matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mets tous les liens dans le descriptif. Alors il y a des choses que j'avais déjà, donc il n'y a pas forcément les liens pour tout, mais tout ce que vous pourrez acquérir sont dans les liens. Alors on va commencer par la base. Le maillot que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé un seul maillot de corps, c'est un maillot Decathlon, un maillot Van Rysel, qui a l'avantage d'être extrêmement ajouré, donc très respirant. Je suis parti avec un cuissard que la marque Le Petit Vélo. Alors j'ai choisi ce cuissard parce que moi je suis fan de cette particularité, parce que c'est un cuissard, ce qu'on appelle un cuissard cargo. Et je vous montre, en fait il y a des poches sur le côté. Et moi je trouve que les cuissards cargo, depuis que j'ai goûté, j'ai plus envie de rouler avec autre chose. Alors j'en ai d'autres qui sont pas cargo, mais voilà, ils sont pas usés et je roule encore avec. Mais quand ils seront en fin de vie, je ne les renouvellerai que par ce type de cuissard, parce que je trouve que d'avoir des poches sur le côté, c'est vraiment top, quoi. Vous pouvez mettre de la nourriture, votre smartphone, des accessoires, une paire de gants, enfin bref, ce que vous voulez. J'ai même mis des sandwichs quand je m'étais arrêté en boulangerie. Donc pour moi, cuissard cargo, c'est essentiel pour dès qu'on fait un peu de kilomètres. Je suis parti avec ce maillot que j'adore, qui est un maillot de la marque Endura. Ce maillot, c'est le mien, je l'ai payé, c'est pas du tout un placement en produit. Alors pourquoi j'ai choisi ce maillot? Parce que contrairement
aux autres maillots classiques, la plupart des maillots de vélo, vous avez 3 poches à l'arrière. Et celui-ci n'a pas 3 poches à l'arrière, mais il en a 5, à savoir les 3 classiques que vous avez, plus 2 autres sur le côté qui reviennent sur les côtés. Donc ça vous fait 5 poches. Et donc je trouve sur la longue distance, d'avoir plus de poches derrière, ça vous permet d'embarquer plus de matériel. En plus, il a à la fois une poche zippée à l'arrière, dans lequel moi j'avais mis ma carte bleue, ma carte vitale, mon passeport et un peu d'argent. J'avais emmené 2 paires de gants, à savoir des gants longs. Alors là vraiment c'est le truc à faire, il faut absolument emmener des gants longs. Et j'avais également emmené des gants courts que j'ai malheureusement perdus, alors peut-être de nuit quand je me suis déshabillé, changé, bref. Une paire de manchettes, alors ça c'est des anciennes que j'ai depuis des années, qui sont des manchettes de la marque Mavic. Pour le bas du corps, eh bien j'avais des jambières. Alors ça, je trouve que c'est bien le principe manchette-jambière parce que ça permet vraiment de s'ajuster avec la météo. J'avais également un coupe-vent intégral avec manches longues. Alors j'adore ce coupe-vent, c'est un coupe-vent de la marque Scott. Pareil, c'est pas un placement produit, mais il a l'avantage d'être supra léger, d'être extrêmement compact et il prend vraiment pas de place dans une poche. En fait, on dit il est noir, mais en fait, faut savoir que toute cette partie-là sont réfléchissants et dans les phares de voiture la nuit, il y a un petit côté boule à facettes qui vous permet d'être assez visible. J'avais emmené en plus une veste de pluie à renouveler, je partirai pas avec. Par contre, je partirai vraiment plutôt avec une vraie veste de pluie et un vrai pantalon de pluie. Donc plutôt, ça fait partie vraiment des choses à changer. Mon mouchoir de grand-père, ça c'est indispensable parce que j'ai toujours le nez qui coule un peu sur le vélo. J'avais le gilet réfléchissant que j'ai quasiment mis tout le temps. Ça honnêtement, je l'ai acheté chez Amazon, c'est là que je l'ai trouvé, même si c'est pas forcément sur Amazon que je préfère acheter, mais bon, parfois on y trouve des choses intéressantes comme ça. Je portais également 2 petits accessoires également fluo qui m'ont été envoyés par lecyclo.com. Je vous ai également mis les liens dans la description parce qu'une grosse partie du matériel que j'ai utilisé, notamment au niveau des sacoches, proviennent du cycle lecyclo.com. Également le casque que vous avez déjà beaucoup vu sur la chaîne, qui est un casque de la marque Urge, qui est une boîte française, Urge Bike, et le modèle Tourer, donc le modèle dit Gravel. Alors je ne sais pas si un casque est spécifiquement Gravel, mais l'avantage c'est qu'il est très aéré, très léger, il a un très bon rapport qualité-prix. Et moi j'avais rajouté dessus, je vous l'avais déjà présenté, une petite lampe frontale qui est une lampe de chez Decathlon. Et j'aime beaucoup cette lampe parce qu'elle est très légère. Alors c'est pas très esthétique parce que j'ai mis du scotch pour qu'elle reste en fait en permanence. Mais l'avantage c'est qu'on peut l'incliner sur l'avant, elle a plutôt une bonne autonomie et on peut l'allumer en rouge comme vous pouvez voir. L'intérêt de la lumière rouge, c'est lorsque vous arrêtez en pleine nuit, ça permet d'éclairer votre environnement sans forcément être visible ou attirer. Si vous allumez la grosse lumière dans un petit village, ça peut créer quelques doutes chez les personnes parce que effectivement moi j'ai découvert, je le savais puisque c'est comme ça chez moi, mais en fait la France, tous les petits villages, et c'est bien pour la planète, mais c'est vrai que la nuit ça surprend un peu, entre 1h et 5h du matin, tous les villages en fait coupent les lumières pour des raisons effectivement écologiques. Et ce qui fait que par rapport, lorsque j'ai du vélo dans le passé, et quand je roulais de nuit, les villages étaient éclairés. Donc quand vous rouliez, ça vous donnait un repère finalement au loin. Là, la campagne française est en pleine nuit, de complètement noire, et donc on découvre les villages finalement quand on arrive dessus. Alors le fait d'avoir une lumière additionnelle en plus des lumières de vélo que je vais vous présenter, ça a beaucoup d'avantages, surtout ça permet d'éclairer votre environnement. Et puis enfin, au niveau vêtements, et ça je dois dire que ça a beaucoup contribué au confort de cette sortie, qui sont honnêtement le plus haut de gamme de chez SP, à savoir les S-Works, donc avec des cales SPD Shimano, puisque je roule sur mon Grax 2 avec des pédales Shimano. La semelle est en carbone, elles sont extrêmement rigides, donc vous avez une capacité de transmission de puissance. Je vais vous faire une revue de façon spéciale sur les chaussures qui arrivent très bientôt sur la chaîne avec les pédales. Ça fait plein de fois que vous me le demandez, ça arrive, ça arrive. Le gros avantage c'est qu'elles sont d'une grande souplesse sur le dessus, donc votre pied est véritablement comme dans un chausson. Et comme vous avez qu'un seul velcro de type boa sur le dessus, et bien l'avantage c'est que en roulant, quand on fait des longues distances, parfois votre pied vient un peu à gonfler. Et du coup, c'est très facile d'ajuster quand on roule, de serrer ou de desserrer. Et il faut savoir qu'il y a une petite astuce, ça je vous l'avais dit à la fin de la vidéo, c'est qu'il y a quelques années, j'avais fait une étude posturale chez Specialized, qu'on appelle les études de type Retool, qui permettent vraiment de regarder tous vos paramètres. Et ils avaient détecté à l'époque que j'avais besoin
d'une paire de semelles de manière à ce que l'alignement entre ma cheville, mon genou et ma hanche soit optimum. Et je vous montre, donc j'ai une semelle particulière de chez Spey, une semelle de type ce qu'on appelle body géométrie. Alors il y a 3 niveaux de semelles chez Spey. Et puis enfin pour finir, qui était un peu de saison, l'indispensable masque. Pour la petite anecdote, je vous montre, hein, ça c'est le petit truc qui fait un peu corporate, hein, c'est un masque de la marque Origine. Voilà, donc comme ça fait raccord avec le vélo. Alors ensuite, après la partie vêtements, on va parler maintenant de la partie accessoires. Donc plusieurs choses. Premièrement, le smartphone, alors qui était plus qu'utile, puisqu'effectivement à plusieurs moments j'ai dû changer d'itinéraire, repenser, donc effectivement ça m'a été très utile au niveau du GPS, parce que dedans j'ai à la fois Strava et j'ai surtout Komoot, et j'ai fait tout mon tracé avec Komoot. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous explique comment utiliser Komoot. Donc le smartphone, indispensable pour faire quelques photos, mettre sur Instagram, appeler sa famille, rassurer ses proches, donc indispensable. On ne peut pas partir sur un bike trip aussi long sans assurer une certaine autonomie électrique. Donc, soit deux possibilités, vous avez un moyeu dynamo sur votre roue avant qui va vous assurer une production continue d'électricité. Moi, je n'ai pas de moyeu dynamo. Donc, l'autre alternative, c'est partir avec ce qu'on appelle un power bank, c'est-à-dire une batterie externe. Donc, moi, j'ai une batterie externe ici de 10 000 ampères. Si c'était à refaire, peut-être que je prendrais une batterie supérieure, mais finalement j'ai bien géré et il me restait encore 20% à la fin de mon bike trip. Donc ça c'est une batterie que j'ai achetée chez Boulanger, honnêtement, j'ai dû payer ça 22-23 €, donc vraiment pour le prix il n'y a rien à dire. Elle est plutôt légère, assez compacte, elle a plusieurs avantages, elle a à la fois une prise USB, donc ça c'est très pratique pour brancher tout ce qui est accessoires USB. Comme j'ai un smartphone donc de la marque Apple, elle a de manière intégrée ici la prise Lightning qui permet donc de brancher directement et de recharger son smartphone tout en roulant. Et puis on a également une prise ici USB-C, donc vraiment les standards du marché, ce qui permet de facilement recharger l'ensemble de ces accessoires, que ce soit votre smartphone ou des lampes ou votre compteur GPS. J'avais donc ici une petite sacoche dans laquelle j'ai mis différents câbles. J'ai pris en plus donc un petit adaptateur pour une prise classique. Alors ça, si c'était à refaire, c'est le truc que je changerais. Je prendrais un chargeur rapide. Parce que quand je me suis arrêté à Guéret dans la vidéo, là dans les toilettes, pour recharger un petit peu mes batteries, comme c'est une prise normale, en fait, le temps que je m'arrête, je me suis arrêté à peu près 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, un peu moins en tout cas, j'ai pas récupéré en fait, je trouve un volume de charge suffisant. Donc à renouveler, l'investissement ce serait acheter un chargeur rapide. En termes maintenant de lumière, plusieurs choses, et ça j'ai été vraiment enchanté, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, et vraiment si je repars avec cette lampe. De toute façon cette lampe c'est un coup de cœur pour moi, c'est la RN 3500 de Olight, qui est à la fois un éclairage absolument phénoménal. L'idée c'est pas d'éclairer, d'aller allumer les 5 LED pour y voir comme en plein jour, mais elle a une autonomie qui est extraordinaire. J'ai traversé 2 nuits complètes, j'ai quand même rechargé un peu un mini-parcours, ça c'était plutôt pour me rassurer, mais on peut traverser 2 nuits avec un mode d'éclairage intermédiaire sans aucune difficulté. Donc l'avantage surtout de cette lampe, c'est qu'elle bénéficie effectivement d'une batterie externe, d'une batterie déportée, par rapport à celle-ci où la batterie est intégrée. Alors je l'avais emmenée en secours, mais il faut savoir que j'étais un peu con, j'ai pas vérifié si je l'avais chargée avant de partir, et du coup je me suis rendu compte au cours de mon long voyage que de toute façon elle était complètement déchargée, donc elle m'aurait servi à rien. Et l'avantage aussi, c'est que d'ailleurs je l'ai même utilisé, comme j'avais tellement de batterie, elle a une telle autonomie, qu'ici vous pouvez brancher, vous avez une prise USB qui vous permet à la fois non seulement de recharger ça, mais surtout de vous en servir comme power bank. Donc avec ceci, ça me faisait comme si j'avais 2 power banks. Donc en termes d'autonomie électrique, j'étais plutôt pas mal. Pour les lumières arrière, j'en avais emmené 2. Une lampe de la marque Kryptonite qui vient de chez Decathlon. Alors pareil, je la mets en mode clignotant parce que c'est les modes qui consomment le moins d'énergie. Et j'ai fait 2 nuits complètes plus une journée complète sans avoir à la recharger, donc autonomie 100%. Alors toujours en termes d'accessoires, j'avais emmené avec moi un antivol. En fait, je ne suis pas vraiment du tout expert des antivols. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il était à code, ce qui m'évitait d'emmener une clé. Moi je trouve celui-là, l'avantage c'est qu'il est très souple, donc il est assez facile à ranger, il est à code.
Tout ce qui est réparation se trouve directement sur le vélo. Puisque j'avais fait le choix effectivement de mettre donc un porte-bidon sous le cadre du Grax 2 qui accepte, et ça c'est vraiment je trouve un gros plus en termes de matériel. C'est la marque Zefal qui fait celui-ci. On va dévisser, hop, il y a plusieurs choses. Alors dans le couvercle j'avais un petit chiffon, une clé à rayon, et puis j'avais le petit accessoire dont je vous ai parlé dans plein de vidéos, qui permet, au cas où si on démonte sa roue pour crever, pour réparer, de pouvoir le glisser entre les plaquettes et d'éviter d'avoir les plaquettes qui se collabent. J'avais également un kit de réparation tubeless dans lequel vous avez différents accessoires. Vous avez à la fois deux tournevis, ça qui servent à mettre les mèches, et j'avais également de la colle à rustine et puis quelques rustines de secours, et puis en dessous j'avais pris quelques mèches, à la fois des plus grosses et des plus fines, qui ne m'ont pas servi, mais là, comme on dit quand on part, c'est ceinture et bretelles. On va emmener plusieurs riselants, en fait, qui peuvent être très utiles si vous avez une sangle qui lâche, s'il faut faire une réparation d'urgence, donc des plus fins et des plus gros, des plus costauds. Mon multitool, c'est le multitool classique, il n'y a rien de particulier par rapport à ça, là c'est un multitool de chez Scott, avec surtout vérifier que vous avez les différents embouts qui correspondent aux différents types de vis que vous avez sur votre vélo, que ce soit étoile ou 6 pans, une mini pompe, les 3 démonte-pneus au cas où, et tout au fond, si j'arrive à la sortir, bien évidemment, j'avais un autre riselant, j'avais la chambre à air. Ensuite, un point très important quand on fait de la longue distance, à savoir l'alimentation. Donc en termes d'eau, j'avais 3 bidons, à savoir 2 bidons de 950 et un bidon de 750. Et donc comment on fait pour embarquer autant d'eau? Très simplement, 2 bidons étaient sur le cadre, et au niveau donc de mon guidon, j'avais rajouté cette sacoche qui permet à la fois de mettre effectivement un bidon complémentaire, mais qui vous permet aussi de mettre éventuellement de l'alimentation, un sandwich, une banane. Le fait qu'elle soit juste ici fait que votre bidon, votre alimentation est immédiatement accessible. En plus, vous avez des petites poches filets sur les côtés. Donc moi, ce qui me permettait, par exemple, je laissais le masque classique un peu du moment. C'est toujours là, comme ça, quand je m'arrêtais, hop, je le prenais, je l'enlevais. Et puis en termes d'alimentation, vous avez vu, je me suis arrêté dans de nombreuses boulangeries, comme la boulangerie sur l'ami du Bypacker, parce qu'on ne peut pas manger que des pâtes de fruits. Alors j'en avais emmené un certain nombre, des barres énergétiques plus classiques, sucrées, ou des pâtes de fruits. Et puis j'avais emmené quelques gels en fait qui donnent, enfin c'est dans l'idée, un espèce de petit coup de fouet qui contiennent un peu de caféine, qui permettent parfois de passer un petit cap quand on a un petit coup de mou, un petit effet, je vais mettre dopant, mais enfin ça reste quand même très relatif. Donc j'avais ces 3 types d'alimentation que j'avais mis dans cette sacoche qui était donc sur le top tube. Elle a 2 parties. Tout ce qui était barre énergétique était dans la partie supérieure et tout ce qui était gel était dans la partie inférieure. Et puis j'avais également dans cette sacoche mis en fait un petit papier sur lequel j'avais noté en fait tout simplement à la fois les différentes villes dans lesquelles j'allais passer, les distances en kilomètres que me donnait Komoot et les horaires à peu près d'arrivée par rapport à ce que me décrivait Komoot. Dans le pire des scénarios, c'est si votre GPS, votre téléphone ne marche plus, pouvez-vous vous dire que la prochaine ville à atteindre, et donc en suivant les panneaux classiques, les panneaux routiers, on peut au moins atteindre sa prochaine destination. Et puis les kilomètres et les heures de passage, ça donne pareil une estimation. Alors en termes de sacoche maintenant, j'avais donc une sacoche de selle, une sacoche de guidon, la sacoche sur le top tube, la sacoche ici, alors je la démonte pas parce que comme j'utilise le vélo aussi accessoirement, voilà, celle-là elle reste un peu en permanence donc je ne vais pas la démonter. Et puis donc la sacoche que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors toutes les sacoches que j'ai utilisées, sauf la sacoche de guidon, sont des sacoches de la marque Agoo. Alors Agoo donc m'ont été envoyées par le site lecyclo.com et je vous ai mis toutes les références. Et je trouve que ces sacoches, honnêtement, vous allez voir sur le site, je vous invite vraiment à les regarder, un rapport qualité-prix, moi je trouve exceptionnel. Vraiment, je suis emballé par ces sacoches. Alors j'avais ici donc la sacoche de selle
Le gros avantage, c'est qu'elle est extrêmement stable, elle ne bouge pas. À la fois, on a 2 velcro pour la fixer à la tige de sel. On a ici un élastique qui permet de rajouter des choses. Donc des fois, moi j'ai mis un sandwich que j'avais acheté, une bouteille d'eau, des baguettes de pain. On a un système pour vraiment tout bien la resserrer, la verrouiller. Une fois que tout est mis dedans, ça ne bouge pas. Elle est surtout immense et 100% étanche. Donc sur la sacoche de guidon, c'était donc la sacoche G-Fall. Alors j'avais également une sacoche à goût que je voulais utiliser, et celle qui m'était envoyée était vraiment très grande, c'était une 17 litres et c'était trop grand au regard de mon besoin. Alors dans ma sacoche avant, qu'est-ce que j'avais mis? Ah ben, j'avais mis essentiellement la nuitée. Alors à savoir, comment j'ai dormi? Eh bien plusieurs choses. J'ai ici, j'ai pas emmené de sac de couchage. J'ai ici un sac, alors je déteste ce nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle, on appelle ça un sac à viande, en fait, qui est un sac en coton, qui normalement est utilisé pour mettre à l'intérieur d'un sac de couchage, une espèce de protection. Moi, j'ai utilisé uniquement ceci, parce que je trouve que c'était largement suffisant, puis l'avantage, c'est très léger. Alors celui-ci est en coton, il y en a qui existent en microfibre, d'autres qui existent en soie, qui sont encore plus légers, et puis en fait, j'avais également donc emmené ici donc un bivy. Alors un bivy, c'est quoi? C'est l'inverse. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. C'est un sursac de couchage. Normalement, ça se met à l'extérieur. C'est 100% étanche. On glisse son sac à l'intérieur et vous avez ici comme une grosse capuche de rabat qui permet. Vous voyez, c'est comme une espèce de tente quelque part, mais une tente pour sac de couchage. Il faut savoir que j'ai donc pas pris de sac de couchage, je mettais ça là-dedans, et en termes de température, ça suffit largement parce que ceci, comme c'est très étanche, c'est un peu comme un Kawaii, ça réchauffe très vite. Pour l'été, moi j'ai trouvé que c'était largement suffisant, moins lourd qu'un sac de couchage, moins encombrant aussi. Alors il faut savoir que tout ça, hein, c'est tout du Décathlon, des marques plus haut de gamme, plus prestigieuse, bien plus légère, mais je trouvais que le rapport qualité-prix était très bon, comme souvent chez Decat. Et puis donc j'avais pris un matelas très léger, ça fait 500 grammes, c'est des matelas autogonflants qu'on utilise en camping ou en trek par exemple. Je l'ai emmené et je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est à refaire, je ne l'emmènerai pas pour juste 2 nuits. Je pense que pour les 2 nuits que j'ai passées à l'extérieur, on peut toujours trouver des coins où il n'y a pas forcément besoin de matelas. Par contre, pour plus long, ça peut être intéressant en termes de confort, mais voilà, j'aurais pu gagner un peu en poids là-dessus. Et j'avais également une couverture de survie, ma brosse à dents, ça c'était indispensable, un dérive chaîne. Alors celui-ci est un peu gros, j'en avais un compact, je ne l'ai pas retrouvé avant de partir, donc j'ai pris celui de ma caisse à outils. Puis bien sûr, ma fameuse sacoche de cadre, qui est également une sacoche à goût. Alors le gros avantage de cette sacoche, c'est qu'elle est parfaitement étanche, le rapport qualité-prix est excellent. Elle a de l'autre côté une ouverture qui permet de passer le câble de la lampe Olight que je vous ai montré tout à l'heure. Elle s'ouvre très facilement en roulant, elle se ferme également très facilement, elle ne bouge pas. Et par rapport à la G-Fall que j'avais testée, elle est plus étroite, parce que moi j'ai un problème souvent avec les sacoches de cadre, c'est que j'ai les genoux qui ont tendance à venir frotter. Mais comme celle-ci est plus étroite, et les genoux ne viennent pas frotter. Et pareil, on a une super qualité de finition à l'intérieur, c'est tout doublé, c'est étanche, c'est renforcé. Donc moi je repartirai vraiment avec cette sacoche. Alors en bilan, je commencerai d'abord par une citation, une paraphrase un peu de Mike Horn, donc l'explorateur aventurier, qui disait à peu près que dans une expédition, dans une aventure, on ne peut prévoir que 5% des choses. Si on veut assurer 100% de tout, et finalement on reste à la maison. Et moi vraiment c'est l'idée que je voudrais partager avec vous, c'est quelle que soit l'envie que vous avez d'aventure, et moi je trouve que l'avantage finalement du bikepacking, c'est l'aventure à portée de tous, hein, un vélo, 2-3 sacoches et on part de chez soi. Le premier objectif, ça peut être les 100. Si vous passez les 100, ça peut être les 200. Si vous passez les 200, ça peut être les 300. Ou tout simplement essayer de nouvelles routes, de nouvelles pistes. Bref, une aventure à portée de main. Donc ce type d'aventure, c'est à la fois une aventure physique, technique et humaine. Physique parce qu'effectivement, ça mobilise quand même beaucoup d'énergie, mais c'est beaucoup moins dur que ça en a l'air, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Premièrement parce que moi je trouve qu'on est dans un rythme beaucoup plus lent, on joue beaucoup l'économie d'ailleurs, hein, c'est de la gestion, et qui veut aller loin ménage sa monture, c'est ce que je disais dans la vidéo. Donc il y a une bonne gestion à avoir de son niveau, je dirais, énergétique.
C'est aussi une bonne gestion par rapport au temps de récupération et au temps de sommeil. Ça, c'est vraiment sur lequel, un des points sur lequel je dois travailler. Au niveau technique, peu d'amélioration, peu de changements. Je vous l'ai dit, je rajouterai un bonnet, une doudoune, un équipement pluie haut, bas, mais pas de veste de pluie comme j'avais pas de veste de type cabas qui ne sert à rien. J'avais donc ce Grax 2 en monoplateau. J'adore le monoplateau parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple en termes de gestion d'avoir qu'une seule manette à droite pour gérer ses vitesses. Mais le problème, c'est que la limite du monoplateau, quand on fait beaucoup de routes comme là je l'ai fait, 80% de route, 20% de chemin, en termes de braquet, très souvent, je n'avais jamais le bon. Et j'étais un peu entre deux parce que sur un monoplateau, vous avez beaucoup d'écart entre les pignons. 2, 3, voire 4 dents parfois. Et donc parfois je moulinais trop ou parfois je tirais trop grand, j'avais beaucoup de mal. Donc dans la rubrique c'était à refaire, peut-être passer sur un double pour avoir une cassette à l'arrière mieux étagée et moins de sauts entre les différents pignons, ou alors l'autre solution, parce que j'étais en 11, j'en ai discuté avec David des cycles Léon d'ailleurs, parce que le vélo sauvage donc en titane arrive bientôt en test sur la chaîne. Enfin là je l'ai en test, mais la vidéo arrive très bientôt. Avec le 13 dents maintenant, par exemple comme de chez Campagnolo ou de chez Rotor, avec 2 dents de plus, en fait on est beaucoup mieux étagé en fait. Donc soit passer en double, alors un double subcompact, je pense que c'est la bonne astuce, c'est-à-dire un 46-30 ou 46-31 pour avoir une cassette à l'arrière effectivement mieux étagée et moins d'écart dedans. Et puis sinon sur ma DL, rien à dire. Peut-être la selle, mais la selle était très bonne. Après une selle, c'est très subjectif. Il faut peut-être que j'en teste d'autres. Quand vous testez une selle, je ne vais pas tester 800 km d'affilée une selle pour savoir si elle me convient ou pas. Donc finalement une selle peut bien vous aller sur 100, 150, 200 km. Est-ce qu'elle vous va sur 800 km? Est-ce qu'un cuissard, pareil, sur une sortie de 2-3 heures, est-ce qu'il vous va sur 2-3 jours de vélo? Là, c'est une autre affaire et effectivement, il n'y a que quand on est au pied du mur qu'on s'en rend compte. Au niveau humain, c'est une grande richesse parce que j'ai trouvé que, surtout dans la période dans laquelle on vit, dans laquelle on perd un peu confiance entre nous, on se méfie de tout, il y a les pour, les contre. Moi, j'ai trouvé finalement dans cette petite expérience de vie, beaucoup de sympathie, beaucoup de gentillesse chez les gens. Quand j'ai eu besoin d'eau, je toque à une porte, les gens m'ouvrent et me donnent de l'eau. Quand j'étais en panne énergétique à 100% sur les routes de Limousin, hop, je lève la main et la super Sarah s'arrête et m'emmène jusqu'à Limoges. J'étais arrêté en pleine campagne, là, il y a une petite mamie qui sort d'on de ses eaux qui me pose plein de questions. Ah bon, vous voyagez à vélo, comment ça se passe? Si vous voulez, vous pouvez dormir quelques heures à la maison, bref. Je trouve que les gens sont d'une extrême gentillesse et surtout je trouve que quand on voyage un vélo, le vélo c'est quelque chose qui n'est pas intimidant finalement. Parce que tout le monde est monté un jour sur un vélo, tout le monde sait ce que représente l'effort. C'est la raison pour laquelle je pense que, par exemple, quand on regarde les pros du Tour de France, malgré toutes les affaires de dopage qu'il y a eu, il y a une certaine forme parfois de tolérance ou de bienveillance parce qu'on sait ce que représente un effort en vélo. Et puis en plus avec des sacoches, s'il y a un côté voyage et les gens peuvent finalement se projeter dans quelque chose qui est relativement accessible. Une chose par contre qui ne s'est pas du tout passée, dont on m'avait beaucoup parlé, dont j'avais beaucoup entendu dans différents podcasts qui parlent de longs voyages et de bike trip, de bikepacking, qu'à un moment donné on est dans une phase un peu méditative comme ça quand on fait beaucoup d'heures de selle. Et en fait j'ai attendu mais c'est pas du tout arrivé. Je pensais que j'allais réfléchir à des idées, à des projets, à comment j'allais faire évoluer cette chaîne. Mais en fait j'ai trouvé qu'on était hyper concentré. Concentré sur le trajet, la bonne trace, le GPS, concentré sur son alimentation, il faut que je trouve de l'eau, où est-ce que je trouve la prochaine boulangerie, où est-ce que je vais m'arrêter pour dormir, puis mon appli météo, s'il y a un orage qui arrive, est-ce que je garde la même route, est-ce que je contourne, est-ce que je passe par ailleurs, bref. Finalement, l'esprit n'était pas si disponible que ça, et parfois il est même plus disponible quand je fais des petites sorties 2 heures autour de chez moi, parce que je connais hyper les routes, donc des fois j'ai plus l'esprit qui vagabonde, alors que là j'étais vraiment hyper connecté dans le présent finalement. Et un petit conseil quand même que je pourrais donner, si vous vous lancez dans l'aventure, d'ailleurs c'est un conseil qui m'avait été donné, c'est pour ça que je redonne et je partage ce qui m'a été donné, c'est ne pas vouloir tout mélanger. C'est-à-dire que si votre objectif est de partir sur une distance longue, pour la première fois, ne mélangez pas tout. C'est-à-dire ne cherchez pas et à faire de la distance, et du gros dénivelé, et du chemin très engagé. Déjà, donnez-vous simplement l'objectif de faire de la distance. Si vous faites 200, tentez d'en faire 300. Mais sur un parcours déjà roulant.
vous aurez la satisfaction d'atteindre votre objectif. Si par contre vous êtes déjà 200 à l'aise, pourquoi pas vous donner comme objectif de faire 200 un peu plus engagé. Bref, trouvez l'objectif qui vous convient dans votre réalité, parce que finalement, on a tous son Everest personnel. Et comme ce qui est écrit effectivement ici sur la casquette Le Petit Vélo, eh bien, la réussite, c'est toujours un peu l'enfant de l'audace. Donc, osez, essayez, partez à l'aventure. C'est toujours le premier pas qui compte. Et puis après, le reste, c'est la littérature. Moi, je vous remercie infiniment. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages d'encouragement. C'était un vrai plaisir de partager ça. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ça m'a vraiment aidé à la fois à la réussite de ce bike trip, puis qui me donne envie en fait de partager encore plus sur cette chaîne. Et puis dans les belles choses qui vont arriver, donc 2 choses là à court terme. Donc je vous ai dit le monstre de chez Sauvage, qui porte bien son nom. Et puis le test des sacoches Ortlieb, donc une autre marque. Là on passe vraiment dans la gamme premium, qui arrive également très bientôt sur la chaîne. Et puis bientôt également donc les pédales et les chaussures. Et puis en fonction de l'actualité, d'autres choses qui vont arriver. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.